Bonjour. Je suis née dans une maison de retraite. J'ai grandi dans une maison de retraite. Tous les soirs, après l'école, j'ai été gardée par les résidents de la maison de retraite où travaillait ma mère. Et je me baladais dans les couloirs de la maison de retraite et de temps en temps, je la voyais sortir des chambres en claquant la porte comme ça en disant « c'est fait ». Elle était rouge, en âge, et ma mère est quelqu'un que j'adore, mais qui est en plus quelqu'un de vraiment bien. Donc on ne peut pas rester insensible à ça. Et en grandissant, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à trouver une solution pour que ces soins-là qu'elle a faits et qui visiblement étaient des soins difficiles, puissent se faire en douceur, dans des lieux, dans des maisons de retraite qui soient un peu moins des maisons de retrait, mais des maisons d'attrait, des lieux de vie, lieux d'envie. Comment faire ? Alors j'ai grandi, et je suis rentrée, j'ai appris ce que c'était qu'une maison de retraite dans la vie de la structure en transformant des hôtels qui ne marchaient pas dans le groupe Accor en maisons de retraite médicalisées, par exemple. Donc j'ai vraiment appris sur le terrain ce que ça voulait dire que de gérer ces établissements. Et en 2000, je me suis lancée dans une autre aventure qui est l'information au grand public et aux professionnels. Le professeur Bach vous l'a dit tout à l'heure, on vit maintenant 4 à 5 générations les unes à côté des autres. Ça ne nous est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que ça nous arrive. Et visiblement, on ne sait pas trop comment faire. Donc avec H-Village, on met en ligne une boîte à outils d'informations, de services, d'annuaires, de solutions locales pour que chacun tricote son réseau d'aide locale. Et à chaque fois, on pose la même question. Où est-ce qu'elle est la bonne maison de retraite ? Où est-ce que je pourrais trouver la bonne place pour mon parent ? Et aujourd'hui, il n'y a pas de repère institutionnel là-dessus. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il s'est passé un gros truc en 2003. En 2003, nous, on a été assommés par la canicule. 14 802 morts. Ça voulait dire que face à cette révolution de la longévité, notre société, elle ne sait vraiment pas faire. Il faut vraiment qu'on s'équipe, il faut vraiment qu'on trouve des solutions, notamment vis-à-vis des maladies neurodégénératives qui pèsent sur les épaules des aidants. Alors, notre rédaction cherche, continue de chercher, on tombe sur un mot, humanitude. Ok, on va voir les auteurs, les concepteurs de cette méthode. On découvre que ce sont 2 enseignants, 2 professeurs d'éducation physique et sportive envoyés dans les années 80 dans les hôpitaux pour former les soignants à des techniques de manutention pour éviter leur mal de dos. Et eux, en creusant, ils se disent, mais en fait, est-ce que c'est vraiment un problème de manutention ou est-ce que ce ne serait pas un problème de relation et de communication entre la personne soignante et la personne soignée, le lien là, entre les deux. Dans le monde du soin, c'est un piège énorme que de devoir rester en relation entre les deux. Les techniques d'humanitude vont s'appuyer sur 4 piliers relationnels. Le regard, la parole, le toucher et la verticalité. La verticalité qui est notre apanage d'hommes debout. Nous, ce que nous cherchons à mettre en ligne, c'est les solutions pour rester debout, jusqu'au bout, dans sa tête et dans son corps. Donc, les auteurs de l'humanitude disent, tiens, par exemple, les regards. Là, vous qui êtes là-haut, forcément, vous me regardez de haut. Et vous qui êtes là, forcément, je reçois des regards de biais. Quand on est dans un lit et qu'on voit arriver un soignant, forcément, on reçoit des regards de haut et de biais. Et quand on est peut-être avec une maladie neurodégénérative, ce malaise-là qu'on ressent, parce que vous savez très bien qu'être regardé de haut et de travers, c'est moyen, quoi. Donc, ces regards-là vont provoquer, à l'insu du soignant, un risque de trouble du comportement. Donc, les auteurs de l'humanitude vont professionnaliser 150 techniques qui vont aider les soignants à mettre en œuvre des regards axiaux en face, des regards à hauteur, et on va essayer de rester toujours en lien avec la personne qui est en situation de soin pour éviter la rupture du lien. Donc moi, je suis quelqu'un de terrain, j'ai été élevée dedans, donc humanitude, d'accord, mais est-ce que c'est si magique que ça ? Donc je vais voir sur le terrain si les formations qu'ils enseignent ont vraiment un impact. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'ai été accueillie par des services de psychogériatrie, donc des établissements les plus lourdement, qui accueillent les personnes les plus lourdement handicapées et qui vraiment ont montré leur efficacité avec des soignants revigorés et des équipes
qui arrivaient à avoir un service très serein. Donc je me dis, on tient quelque chose. Je me retourne vers les auteurs de l'Humanitude, et en tout, en France, on avait 5 formateurs pour répondre aux demandes. Et bien aujourd'hui, on est 70. Les formations, comment ça se passe? En fait, on est accueillis dans les établissements qui vivent des situations difficiles, et le groupe de stagiaires va désigner aux formateurs 9 résidents qui sont les plus difficiles du service. Le formateur va aller dans les services et va mettre en œuvre les techniques auprès de ces personnes. Et les soignants vont petit à petit prendre la main au cours du stage sur le soin de manière à mettre en pratique concrètement. Parmi les techniques, par exemple, quand on parlait du toucher tout à l'heure, un geste hyper simple, c'est vraiment de prendre un poignet pour manipuler quelqu'un. Quand on vous a pris comme ça, quand vous étiez petit, c'est rarement pour aller vous faire un câlin. C'est plutôt parce qu'il y avait une urgence, ou parce qu'il y avait un danger, ou parce qu'on était en colère aussi, parce que ça allait bien. Conclusion, les malades qui sont des éponges émotionnelles, quand on a ce genre de petits gestes, tout simples, ça déclenche en eux des réactions qui font que les soignants, à l'analyse, en formation, disent « mais en fait, ils ne sont pas agressifs, ils sont défensifs ». Et c'est nous, les soignants, qui ne nous sommes pas adaptés à eux. Donc les résultats sont que auprès de 111 malades qu'on a mesurés, on a pu voir une amélioration de 80% des situations difficiles. Donc moi, mon rêve, qui était que ma mère puisse vivre des soins en douceur, est en train de se réaliser. Je peux vous dire aujourd'hui qu'on est même allé encore plus loin. Les établissements qui arrivent à mettre en œuvre ces techniques dans le temps et qui arrivent à prouver un prendre soin évolué ont même créé un label. Et je suis très fière de vous annoncer qu'il y a déjà 4 établissements en France qui sont labellisés, qui montrent qu'on peut diminuer les hospitalisations, diminuer les arrêts de travail, créer des lieux de vie, lieux d'envie. Il y en a même 50 qui sont en route vers ce label. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. J'ai juste une petite question avant de partir. À quoi ça sert un vieux? À montrer que la vie est longue, autant qu'elle soit vécue debout jusqu'au bout.